Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui un épisode un peu particulier. Donc quand j'étais en Belgique, on a discuté avec David de la chaîne Ma vie au Vietnam. On a eu une discussion avec David de la chaîne Ma vie au Vietnam. Il faut savoir que David, il est à Hanoï, il a une petite amie vietnamienne. Il vit sa vie d'expatrié à Hanoï et il partage tout cela sur sa chaîne YouTube. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec lui, d'échanger à propos de nos relations, à propos de la vie au Vietnam, etc. Donc voilà, un petit podcast très sympa, une petite discussion très sympa entre deux personnes qui adorent le Vietnam. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de David. David, il publie régulièrement des vidéos que je trouve très intéressantes, très travaillé. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment pas mal de potentiel. David, actuellement, il est à 910 abonnés, les amis. Donc, faites-moi plaisir. Passez sur sa chaîne, regardez son contenu. Et si ça vous plaît, abonnez-vous à David. Faites-le passer à 1000 abonnés, les amis. Si on peut réussir ça ensemble, ça sera vraiment super sympa. Enfin, voilà. Faites un petit tour sur sa chaîne. Il y aura le lien dans la description. Et moi, je vous laisse profiter de cette petite discussion que nous avons eue quand j'étais en Belgique. Donc voilà, ne soyez pas surpris de me voir dans ma chambre en Belgique, mais il a fallu un peu de temps pour qu'ensemble on arrive à travailler l'interview, pour faire quelque chose de sympa à regarder. Passez un bon moment et n'hésitez pas à faire des retours en commentaire, etc. Et éventuellement, ceux qui veulent discuter avec moi ou voilà, faire ce type de contenu ensemble ou simplement une petite discussion posée dans un café au Vietnam, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram et je mettrai également un email dans la description pour ceux qui n'ont pas Instagram pour pouvoir me contacter afin qu'on s'organise une petite rencontre entre nous pour discuter ensemble. Voilà. Bonjour Dylan, je suis content de faire enfin ta connaissance. J'ai vu pas mal de tes vidéos. Je pense que les gens qui me suivent, ils les connaissent aussi, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc peut-être, je sais pas si tu peux te présenter. Écoute, merci, c'est un plaisir de discuter avec toi. La vidéo où je t'ai découvert, c'est où tu parlais des Thaïlandaises et des Vietnamiennes. Par après, en fait, je connaissais pas ta chaîne, mais moi aussi j'avais eu cette idée de vidéo, donc je trouvais ça intéressant de trouver ton point de vue. Et en même temps que je regardais ta vidéo, je regardais mes emails et j'avais vu que tu m'avais proposé de faire une interview pour me présenter. J'ai 29 ans, j'ai fait quelques voyages en Asie. J'ai fait des voyages en Thaïlande notamment et cette année-ci au Vietnam. Au Vietnam, j'ai rencontré ma petite amie Thi. J'ai fait quelques séries de vidéos avec elle. J'ai partagé mes expériences au travers de ma chaîne. Voilà, il n'y a pas énormément de personnes, je trouve, qui parlent du Vietnam sur YouTube. Il y a énormément de youtubeurs en Thaïlande, en tout cas. Et dans la communauté française, des personnes qui présentent le Vietnam, c'est toujours un peu plus rare. Je trouvais ça intéressant de découvrir ta chaîne, de voir qu'il y avait d'autres Français au Vietnam qui partageaient par rapport à leur expérience, leur ressenti, également leurs relations. Tu as raison, on n'est pas nombreux ici au Vietnam à faire des vidéos. C'est d'ailleurs la vidéo dont tu parles, c'est aussi pour ça que je comparais avec la Thaïlande. Moi, je connais la Thaïlande seulement en tant que touriste, mais il y a tellement de vidéos sur la Thaïlande. Et en fait, c'est les vidéos qui marchent le plus. Ça, où on parle de la Thaïlande, de l'expatriation en Thaïlande, les relations avec les femmes et l'argent, c'est celles qui font plus de vues. Puis je me suis dit que si fallait que les gens s'intéressent un peu plus au Vietnam, je devais faire une petite comparaison avec la Thaïlande pour essayer d'attirer un peu le public. C'est vrai que le public qui s'intéresse à l'Asie est majoritairement masculin. Un sujet qui est intéressant, hormis le coût de la vie, etc., c'est également les relations. C'est des choses qui intéressent beaucoup les hommes célibataires au final, d'aller s'installer en Asie, mais c'est aussi pour ce côté-là, le côté relations. Donc bon, c'est intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet ensemble. Ce qui m'a intéressé justement dans tes vidéos aussi, quand tu étais avec ta copine vietnamienne, parce que moi aussi j'en ai une, j'ai reconnu tellement de points communs entre les deux, même si je trouvais que la tienne était un peu trop extrême. Oui. Je trouvais des choses, je me dis ah ouais, mais moi c'est quand même pas à ce point-là. Mais effectivement, donc c'était intéressant pour moi de comparer, parce que quand tu es avec une personne, tu te demandes mais est-ce qu'elles sont toutes comme ça? Est-ce que quand il y a des différences, est-ce que c'est des différences culturelles ou bien des différences personnelles? Je trouve ça intéressant de comparer aussi. Moi, j'ai la chance aussi, comme je travaille ici, d'être en contact avec d'autres Français qui sont ici, qui sont aussi avec des Vietnamiennes, donc on a la possibilité d'échanger, de comparer aussi. Et bon, ce sont toujours un peu les mêmes choses qui ressortent. Mais du coup, comment tu as rencontré ta copine? Tout simplement sur mon lieu de travail. Vraiment, tu l'as rencontrée dans la vie, dans le quotidien, pas via une application de rencontre ou quoi. Au Vietnam en particulier, je pense que ce sont surtout les touristes ou alors les gens qui sont là pour une courte période qui les utilisent. Quand tu es un homme ici, peut-être aussi un occidental, je sais pas, mais en tout cas un homme au Vietnam, c'est beaucoup plus facile parce qu'elles viennent
elles viennent plus facilement vers toi. Tu sais, on dit souvent en Europe, les hommes vont à la chasse et les femmes à la pêche. J'ai l'impression qu'ici, au Vietnam, tout le monde va à la chasse, y compris les femmes. Mais c'est vrai que, entre guillemets, il y a plus de facilité à rencontrer, je veux dire, dans la vraie vie. Quand tu es un homme en Europe, voilà, t'es pas, c'est plus compliqué, moi je trouve, qu'en Asie, où vraiment tu vas ressentir que tu es recherché, entre guillemets, que tu es convoité. Enfin, il va y avoir des facilités que tu n'auras pas dans ton pays. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dans mon cas, par exemple, j'ai rencontré Ti via une application. On s'est rencontré via Tinder. On a échangé beaucoup. En fait, avant que j'arrive au Vietnam, voilà, par curiosité, j'avais pris la version premium, tu vois, où tu pouvais changer ta localisation. J'avais essayé un peu en Chine, etc. Partout où j'allais aller au final pour regarder un peu, par curiosité, les filles éventuellement que je pourrais rencontrer. Et puis il y en a une vraiment qui a retenu mon attention, c'était elle. Et il faut savoir qu'avant de la rencontrer, j'ai bien échangé pendant 3 mois avec elle quotidiennement. On a appris à se connaître durant cette phase-là. Et à mon arrivée au Vietnam, c'est elle qui est venue me chercher à l'aéroport. Directement, on s'est rencontrés à l'aéroport et puis on a vécu 3 mois ensemble avant que je doive repartir. Puisque tu parles de Tinder, pour ceux qui seraient tentés d'utiliser au Vietnam, je lance quand même une petite alerte. Pour les jeunes comme toi, les beaux gosses comme toi, ok, ça marche très bien. Pour ceux qui ont déjà quelques, comme moi, un peu plus vieux et qui vont trouver une petite jeunette, encore que ma copine est très jeune, mais c'est différent parce que bon, je l'ai rencontré dans d'autres conditions. Mais alors, je sais pas si c'est partout au Vietnam, mais s'il y a un scam à Hanoï en particulier, il y en a plein qui se sont fait avoir. Ils rencontrent des filles sur Tinder, elles les emmènent dans un bar, évidemment celles qu'ils choisissent, et ils se font surfacturer ou ils vont dans un restaurant. Je crois que tu avais raconté aussi une histoire comme ça en Chine. Oui, c'est ça, mais c'est l'arnaque du salon de thé, et d'ailleurs c'est bien que tu en parles. Et ici, je sais qu'à Hanoï, il y en a pas mal qui se sont fait avoir. C'est vrai que c'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai que pour quelqu'un, par exemple, je vais parler de mon expérience, mais quand tu utilises ce genre d'application en Asie, c'est vrai que tu es confronté à énormément de scams, énormément d'arnaques. Et ça, je m'en suis rendu compte. On n'est pas habitué à ça. Ici en Europe, il n'y a pas du tout ce type d'arnaque sur Tinder. Donc bon, faut en parler, c'est sûr. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de scams, vraiment beaucoup de scams. Mais à côté de ça, il y a aussi des filles normales qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Et c'est là que ça devient, entre guillemets, compliqué. C'est que voilà, il faut réussir à déceler les bonnes personnes, les mauvaises personnes. Mais bon, il y a quelques indices des fois, mais c'est pas évident. Tu n'as pas eu de doute au début? Oui, tout à fait, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes au début, bien sûr. Au début, j'ai pas fait confiance directement. Je me suis pas dit, ah ben tiens, c'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a discuté, c'est vraiment parce qu'on a discuté 3 mois ensemble que voilà, la confiance, entre guillemets, s'est établie. Et d'ailleurs, pour parler de ça, j'ai discuté avec des filles qui étaient des scammeuses sur Tinder. Et le filtre qui a fait que elles ont rapidement abandonné, c'est que je leur disais, écoute, moi j'arrive dans 2 mois, dans 3 mois. À partir de ce moment-là, la femme, elle disparaissait, elle cherchait à scammer quelqu'un tout de suite, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça a fait le filtre un peu. Ça m'a, entre guillemets, je pense, sauvé de mauvaises rencontres. Parce que si j'avais été directement là, prêt à rencontrer, voilà, j'aurais peut-être rencontré d'autres personnes qui, éventuellement, auraient essayé de me scammer. Et d'ailleurs, une anecdote là-dessus, quand j'étais à Ho Chi Minh City, je parlais à un bar à une personne. Une fois, j'étais sorti à Bui Vien et j'ai rencontré un Anglais. Et puis, on parlait de ça. Lui, il était avec une femme et il s'était fait scammer 2 fois d'affilée par cette arnaque-là. Donc, la première, il dit, je l'ai invité. Puis, ils sont allés au restaurant. Ils étaient bien, lui, plus 3-4 personnes. Il a tout payé. Il a payé cher. Et le lendemain, il a rencontré une autre femme, et pareil, la femme, elle était avec lui, elle le suivait partout. Enfin, c'était assez spécial, mais en tout cas, elle essayait de le scammer, quoi. Et on l'a prévenu. La femme était avec lui à ce moment-là, et on lui expliquait tout ça. Donc, ça peut être une très mauvaise expérience, au final, de vivre ça. Et je comprends que ça peut totalement dégoûter des applications de rencontre. L'idéal, en tout cas, c'est de rencontrer la personne dans la vraie vie, dans un contexte... voilà, dans un contexte sérieux, je veux dire, contexte de travail ou peut-être une femme qui, je sais pas, moi, tu vas souvent manger quelque part, la femme c'est une serveuse là-bas, on voit qu'il y a un contact, voilà, enfin bref. Une personne en tout cas qui a un travail normal. J'ai déjà raconté quelques anecdotes dans une vidéo, mais le truc qui m'est arrivé, qui n'arriverait jamais en Europe, le jour où je suis allé ouvrir un compte en banque, j'arrive avec un collègue vietnamien qui devait servir de traducteur. Je remplis le formulaire, c'était une vieille femme. D'un seul coup, je vois surgir de derrière une jeune femme, je crois 28 ou 30 ans, qui prend mon formulaire, puis elle commence à dire « Ah, mais vous êtes célibataire? Ah oui, mais vous aussi !» Puis après, elle lit mon année de naissance, je mangeais quelques
dizaine d'années de plus qu'elle quand même. Mais, ah oui, et puis elle me donne sa date de naissance. Et enfin, ici, c'est important au Vietnam, à cause de l'utilisation des pronoms, etc., de savoir exactement où on est. Je ne sais même pas quelle était, elle travaillait à la banque, elle donne son numéro de téléphone. Voilà, tu vois, je ne t'imaginerais pas des trucs comme ça en Europe. Donc il suffit, quand tu vis ici, tu as l'occasion de rencontrer plus de monde. C'est pas comme quand tu es touriste, évidemment, je comprends pour les touristes ou ceux qui sont là vraiment pour une courte durée, même si tu es là pour 2 ou 3 mois, tu es quand même là comme touriste finalement, tu n'as pas trop le choix pour rencontrer. Et tu vas aller dans des lieux, soit dans des lieux de rencontre, dans des clubs, tu vas trouver dans des endroits où les filles qui viennent là pour rencontrer des occidentaux spécialement, donc peut-être avec une idée derrière la tête, les sites comme Tinder. Mais avant de venir au Vietnam, j'avais quand même, juste avant, 2 semaines avant, je savais que j'allais venir, 2 ou 3 semaines, je m'étais inscrit sur un site de rencontre et j'ai contacté personne et là encore, quand tu es en Europe, je crois qu'en général, dans ces sites-là, ça fait longtemps que j'en ai plus utilisé en Europe, mais c'est plutôt les hommes qui vont contacter et puis les femmes attendent et elles choisissent. Non, là, c'était le contraire. J'ai eu plein de demandes et des femmes normales, normales, je veux dire, qui cherchaient vraiment une relation. Donc. Ah oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est plus courant d'avoir des femmes qui, entre guillemets, partent à la chasse, qui sont à la recherche d'un bon parti et qui n'hésitent pas à faire le premier pas. Voilà, c'est pas désagréable en tout cas. Ça, comme tu dis, à la recherche d'un bon parti, on peut peut-être évoquer ce sujet parce que ça pose toujours des questions, ça fait pas mal dans les commentaires, surtout dans les commentaires de tes vidéos, que tu es un bon parti, mais je crois que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est aussi dans la culture ici. Si tu es un bon parti, c'est pas parce que tu es belge, c'est parce que tu es une bonne situation, tu serais vietnamien avec une bonne situation, tu serais aussi un bon parti, et ça fait partie de ce qu'est leur recherche. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. C'est vrai que beaucoup de gens, entre guillemets, vont aller résumer les choses en disant voilà, elles sont là pour l'argent, pour ceci, pour cela. Moi, je trouve ça normal qu'une femme, elle cherche à avoir une sécurité, un partenaire de vie stable. Dans ces pays-là, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir plus facilement être un partenaire vu comme stable, avec des bons revenus, etc. Moi-même, je cherche une partenaire avec des qualités. Voilà. Beaucoup de gens résument les choses en disant oui, mais elles ne sont là que pour l'argent, que pour ceci, que pour cela. Mais c'est pas le cas. Elles cherchent vraiment une globalité. Pas parce que tu as un certain montant que forcément tu vas être le partenaire idéal. C'est sûr que ça aide, mais ça fait pas tout. Donc les gens ne savent pas que c'est vraiment le poids de la tradition, le poids de la famille. C'est comme ça, c'est le critère numéro 1 pour la famille. La famille veut quelqu'un de bien pour son fils ou pour sa fille, qui ait pas de problème. Et je trouve que c'est quand même plus simple au Vietnam qu'en Thaïlande, d'après ce que j'entends sur la Thaïlande, où il y a encore ces histoires de dot ou etc. Ici, tout ça, ça n'existe pas au Vietnam. Ouais, c'est vrai qu'au Vietnam, il n'y a pas la dot. Et d'ailleurs, quand tu te maries, c'est les invités qui te donnent de l'argent, enfin qui font une enveloppe, je vais dire. Mais bon, c'est quand même toi qui payes la cérémonie, mais bon. Dans un sens, il n'y a pas ce système de dot. C'est vrai que la dot, c'est un peu particulier, c'est assez spécial de se dire, tiens, pour épouser une fille, je dois, entre guillemets, payer sa famille. Ça, ouais, c'est un peu particulier, je trouve. Oui, la différence, c'est qu'au Vietnam, il n'y a pas ce système de dot. Aussi, je pense qu'au Vietnam, il y a moins besoin de participer aux finances familiales de la famille de la fille. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas besoin de directement, comme en Thaïlande, où ça peut être vu comme normal d'envoyer de l'argent à la famille de la femme. Mais en tout cas, au Vietnam, j'ai pas entendu parler de ça. Il y a toujours un aspect où on va quand même prendre soin de la famille de sa compagne via des cadeaux, notamment lors des événements, lors du TED. Tu parles des cadeaux, que les gens ne comprennent pas. Souvent, dans les vidéos, tu as montré que tu devais acheter ça, ça, ça. Mais c'est pas ta copine en particulier. Elles sont toutes comme ça. C'est dans toute la culture vietnamienne. De faire des cadeaux, c'est important de faire des cadeaux. Pas forcément des gros cadeaux, à moins que ce soit vraiment même pour de la corruption. C'est toujours des cadeaux. On fait toujours des cadeaux quand on veut quelque chose auprès de l'administration. J'avais expliqué ça aussi dans une vidéo. Des trucs inimaginables pour nous, mais même les petits-enfants à l'école, en début d'année, les parents apportent des cadeaux aux profs pour que les enfants soient aussi au premier rang, pour que leur mettent de meilleures notes, c'est toujours comme ça. Et c'est vraiment important pour eux. Et puis pour les femmes, elles ont toujours besoin de petites attentions. Pour moi, c'est dur parce que je déteste acheter des fleurs, des choses comme ça, mais si tu le fais pas, elles se vexent. Même des trucs qui coûtent rien, c'est pas un cadeau qui coûte cher, vraiment des tout petits trucs pour montrer une attention à la moindre occasion, la journée de la femme, la journée de je sais pas quoi. Faut toujours faire des
des cadeaux. Si tu vas voir la famille, il faut apporter un cadeau. Mais c'est normal, c'est la culture. C'est assez présent au Vietnam. Les femmes aiment bien recevoir des fleurs, c'est très culturel. Et voilà, moi ça m'est arrivé aussi. D'ailleurs, ça m'arrive aussi d'envoyer des fleurs à distance. Tu as tout un service de livraison à distance où voilà, je peux commander en ligne depuis la Belgique et elle va recevoir les fleurs à son bureau. Si tu veux marquer des points, ben, il faut venir avec un bouquet de fleurs. Ça. Il y a pas mal de différences entre l'approche occidentale et l'approche asiatique des relations, je vais dire. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté galanterie qui est différent, mais des fois c'est poussé à l'extrême la galanterie, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une porte à ouvrir, des choses ainsi, ben voilà, il fallait toujours que je lui ouvre la porte, des choses comme ça. Et si je le faisais pas, franchement, elle le prenait mal. Elle était vexée. Là, juste pour cet exemple, c'est là que je dis qu'elle est un peu extrême parce que normalement, dans la culture vietnamienne, c'est pas l'homme qui ouvre la porte à la femme, c'est la personne la plus jeune. Donc là, c'est qu'elle te met vraiment la pression, c'est qu'elle elle a besoin vraiment d'attention. Elle aimait bien que je lui ouvre la porte, que entre guillemets, ben, je la traite comme une princesse, quoi. Que voilà, c'est un peu le terme que j'ai là. Parfois, il faut oublier un peu notre logique ou la logique même des fois. Par exemple, j'ai un exemple qui me concerne aussi. Pour d'autres collègues ou amis français avec qui j'en ai parlé, c'est exactement la même chose. L'exemple typique, elle revient en train de quelque part, au lieu de prendre un Grab, un taxi pour revenir de la gare, non, il faut aller la chercher, absolument. Même si ça ne nous arrange pas du tout, ça pose des problèmes au niveau des horaires, il faut faire un détour. On a tous eu cette expérience, c'est symbolique, ça c'est important, il faut aller la chercher. Voilà. C'est vrai qu'à ce niveau-là, elles ont leurs exigences, entre guillemets, enfin, leur vision des choses qui est parfois différente de la nôtre. Là, on va plus privilégier, je veux dire, le côté pratique. Voilà, ici, il faut vraiment montrer que tu es prêt à faire des efforts pour des choses simples comme aller la chercher, mais bon, ça a son côté sympa aussi. Ouais, il y a un autre point aussi, si on compare nos expériences qui est assez similaire mais vraiment un peu extrême dans ton cas, c'est le truc de la jalousie. Alors on dit toujours que les Asiatiques sont jalouses, bah oui, ça oui. Après toi, bon, j'ai trouvé que toi avec ton histoire du balcon c'était aussi un peu extrême, mais voilà, on a tous la même expérience, c'est difficile. Ah, moi elle a le sang chaud, donc des fois elle se contrôle pas, j'ai envie de dire. Pour la petite anecdote, donc une fois elle revenait du boulot, je savais plus ou moins l'heure à laquelle elle revenait, mais avec elle c'est toujours, voilà, tu sais pas forcément exactement, parce que elle va pas avoir, même si je lui demande, je lui dis envoie-moi un message avant que tu reviennes, elle va pas le faire. Et d'un coup elle va me dire je suis là. Et dans ce cas-là, moi j'étais allé faire un massage normal, un massage des épaules et tout ça, et j'ai pris un package en plus où c'était avec le shampoing, etc. Au niveau du timing, j'ai pas bien suivi, mais en tout cas voilà, je pensais que ça allait durer 1 heure, et dans le massage ça a duré 1h30. Et voilà, après 1h30, je sors du truc, je regarde mon téléphone, elle me dit je suis là, tu es où ouais. Donc bon, moi j'ai dû me précipiter pour rentrer. En rentrant, j'arrive en retard, je lui dis j'étais parti faire un massage parce que bon, j'avais des douleurs ici au scalène, donc ça me soulageait. Le fait qu'elle ait dû attendre comme ça dans le couloir et tout, ça a fait monter la température, voilà. Et comme elle a le sang chaud et qu'après je lui dis écoute, j'étais au massage, j'en ai marre d'être dans la pièce avec elle au moment où on était en froid, je suis allé sur le balcon. Et elle a fermé le truc, tu vois. Après, je suis pas resté longtemps dessus. Et je suis peut-être resté 10-15 minutes. Après, elle m'a réouvert. Elle s'est excusée, elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée, qu'elle ne s'est pas contrôlée. Mais j'étais un peu dégoûté à la fin d'avoir vu qu'elle pouvait avoir ce type de réaction. Ça m'a un peu refroidi, je vais dire. Derrière, j'ai essayé de comprendre. Elle a le sang chaud, des fois elle ne se contrôle pas. Elle me le dit, elle s'excuse après, mais elle dit voilà. Il y a des choses à pas faire et déclencher la jalousie chez une femme, ça peut mener à ce type de réaction. Et oui, les femmes asiatiques sont très jalouses. En tout cas, ma copine vietnamienne, elle exprime fortement des fois sa jalousie. Donc j'ai eu une petite amie en Thaïlande et ça lui arrive souvent de me reparler de ça, de me dire est-ce qu'elle te manque oh, je veux voir des photos. Parler des ex, surtout pas parler des ex avec la vie. Jamais ne mentionner ça. Et à un moment, j'ai pas eu de chance, je lui montrais les photos de ma mère. Il y avait des photos que ma maman publiait de toute ma famille, etc. Et parmi cette vieille photo, il y avait une photo avec mon ex. Alors elle me dit elle est jolie cette fille et tout. Elle me dit j'ai envie de voir plus de photos avec elle, toi et elle. Elle me disait ça, montre-moi plus de photos de vous deux ensemble, j'ai envie de voir. Je lui dis non, je te montrerai pas ça, mais je te jure qu'elle insistait. Elle disait j'ai envie de les voir, j'ai vraiment envie de les voir, mais je savais que il fallait pas lui montrer. Là, vaut mieux pas, parce que la jalousie, y compris par rapport aux ex, ouais. C'est vrai que moi j'ai jamais cherché à lui dire voilà ton ex-copain ceci cela. Mais c'est vrai que dans son cas, voilà,
parle beaucoup de ça, et encore maintenant, elle me parle encore de la thaïlandaise, elle l'a jamais vue, tu vois. Mais... Après, j'ai peut-être une explication pour la jalousie. Alors, c'est peut-être une connerie ce que je vais dire, hein, mais je pense que j'ai l'impression que les Vietnamiens et la fidélité, ça fait deux. Je pense que c'est dû au fait souvent que traditionnellement, on se marie pas par amour, et même encore aujourd'hui. Ah ouais, évidemment, avec les jeunes dans les grandes villes, ça change, mais et donc forcément, c'est un mariage plutôt de raison qui est approuvé par la famille. Et le nombre de divorces au Vietnam, ça explose. Et elles savent aussi, comme les Vietnamiennes sont entreprenantes, et donc je pense qu'elles ont plus peur, et ça peut un peu se comprendre aussi. Bah oui, c'est tout cet aspect-là où elles n'ont pas envie que tu ailles voir à gauche, à droite. C'est vrai que deux personnes qui s'aiment, peut-être si la raison les pousse à se quitter, ben ils vont se quitter, quoi. Si le partenaire a une mauvaise situation, donc il y a des... Par exemple, ma petite amie, elle avait des copines qui étaient en couple avec des Vietnamiens. Elle m'expliquait que voilà, ça allait s'arrêter parce que de manière financière, etc., ben voilà, le partenaire, il n'assumait plus. Et ça arrive souvent, tu sais, au Vietnam, des hommes, une fois qu'ils sont mariés, on dirait que ce serait le contraire, c'est la femme qui se laisse aller. Non, c'est souvent l'homme qui se laisse entretenir finalement. J'ai vu pas mal de cas comme ça, de femmes qui ont divorcé parce que l'homme il reste à la maison à jouer toute la journée ou à pas faire grand chose. Ou même aussi, elle m'expliquait des fois, par rapport à ses amis, certaines relations où ben, voilà, ils étaient ensemble très heureux, mais ça n'allait pas avec la belle famille, donc pareil, à partir de ce moment-là, ça peut arrêter s'il y a un mauvais... Voilà, une mauvaise ambiance familiale. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont habiter dans... L'un des deux qui va habiter chez la belle famille. Hein. Ouais, beaucoup de grandes maisons, plus souvent, mais pas toujours, c'est la femme qui va habiter dans la famille de l'homme. Pour tous ceux qui nous regardent, qui seraient inquiets, je pense que les Vietnamiens en particulier, ils voient plutôt, les familles vietnamiennes voient plutôt d'un bon œil si il y a un étranger qui rentre dans la famille. Enfin, un étranger, si c'est un Européen en tout cas, ou un Occidental. Si c'est un Africain, je suis pas sûr, mais... Ils ont peur des Africains un peu... ils ont peur, ils ont pas l'habitude de voir la peau noire, donc c'est vrai que... Et au Vietnam, la blancheur est signe de beauté, et c'est vrai qu'au sein de la famille, avoir un étranger, c'est vu comme une réjouissance au final. C'est quelque chose de bien, et ils sont ouverts aux étrangers, ils aiment bien les étrangers. Tu seras pas mal vu, tu seras même plutôt bien vu, donc c'est plutôt sympathique. On va aller sur quelque chose d'un peu plus léger. Tes vidéos m'ont souvent fait rire aussi parce que j'ai reconnu pas mal de choses dans des différences culturelles, des trucs plutôt anecdotiques. Alors je te cite, hein, les trucs qui me reviennent, qui t'énervaient, qui m'énervent aussi. Le truc vraiment con, mais tu parlais plusieurs fois quand elle mange. Oui, j'allais dire. De faire ça. J'ai la même chose ici. Après moi, je vais expliquer assez rapidement que c'était impossible pour mes oreilles. Regardez les vidéos sur TikTok quand elle est à côté avec les bruits des TikTok asiatiques. Bon, moi, ça, elle est pas sur TikTok trop, donc ça va encore. Ah oui, quand vous êtes allé à Bangkok en voyage, pareil, les premiers voyages c'était dur. Marcher, pour nous c'est naturel de marcher. Elle est faire marcher, donc moi j'y suis arrivé. Maintenant on a fait pas mal de voyages ensemble, donc maintenant j'ai plus de problèmes. Après les choses qu'on peut pas changer, c'est toujours se prendre en photo partout, patient, devant tous les monuments. On pourrait rien y faire parce que pour elle, voyager, c'est aussi son plaisir de faire des jolies photos, d'avoir des jolis souvenirs de tout ça. Et voilà, faut le comprendre, c'est pas tous les jours qu'elle a l'occasion de voyager, donc elle a envie d'immortaliser tout ça avec des jolies photos d'elle. Voilà, il faut arriver à comprendre ça. Mais c'est vrai que quand tu es dans le voyage, nous qu'on a peut-être des styles où dans le voyage, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de se balader, de découvrir les choses, de faire quelques photos au passage. Voilà, pour une femme vietnamienne, elle aura plus envie d'avoir des photos avec un beau rendu, assez professionnel, des belles tenues, etc. Donc ça peut être quelque chose. Et c'est vrai que culturellement, les Vietnamiens ne marchent pas. Ils marchent vraiment pas du tout, ils font tout en scooter, en moto, dès qu'ils peuvent. Les trottoirs sont impraticables au Vietnam. Pour aller d'un point A à un point B, souvent c'est des longues distances. Dans la culture européenne, on marche un peu plus, parce qu'on a les infrastructures qui sont prévues pour. Et c'est vrai que moi, quand je voyage, j'aime bien de me balader, j'aime bien de marcher, etc. Pas du tout la même chose pour ma compagne, hein, mais c'est vrai que j'ai réussi à la faire un petit peu marcher. Mais au début, pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de marcher, ça peut être vraiment un supplice. C'est pas seulement le problème de la marche, c'est de la marche au soleil aussi. Au soleil, c'est vrai. Avec le soleil, parce qu'il ne faut pas bronzer, parce que sinon on n'est pas beau si on est bronzé. Ouais. Pour eux, ça n'a rien de logique. Marcher au soleil, ça n'a aucun sens. Je veux dire, de un, elle va bronzer. De deux, il fait chaud. Pourquoi marcher? C'est pas le même raisonnement. Nous, on est là. Voilà, c'est agréable de marcher sous le soleil, mais pour eux, c'est pas agréable. Ils préfèrent un petit transport idéalement climatisé. Je vais te demander d'une manière générale, avec cette expérience, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile à gérer au niveau des différences culturelles? Si tu dois dire une chose qui est le plus difficile à gérer.
Pour moi, le truc qui dérangeait le plus, c'était l'aspect, la marche, c'était vraiment l'aspect de la marche par rapport au fait que des fois, on n'a même pas 10 minutes à faire et alors on doit discuter. Je dois discuter avec elle pour dire, voilà, c'est à 10 minutes, on va quand même pas prendre un taxi pour aller là, quoi. Mais aussi, par rapport à la nourriture, voilà. Des fois, au niveau des goûts et des envies, elles ne sont pas identiques. Ils mangent des plats qui sont particuliers. Je pense que les Vietnamiens, c'est un peu comme les Chinois, ils mangent vraiment tout. C'est-à-dire que quand tu vas prendre un plat avec du poulet, tu vas avoir la tête du poulet, les pattes du poulet dans le bouillon, des choses que nous, on n'a pas l'habitude de manger. Et aussi au niveau des fruits de mer. En tout cas, ma copine, elle est très très fan de certains fruits de mer que moi, j'ai pas du tout l'habitude de manger. Et donc, j'ai pas spécialement envie de manger parfois, surtout les huîtres. Ça, je retiens qu'elle aime bien les huîtres et tout ça. Et moi, je sais pas du tout manger ça. Donc, des fois, c'était pas évident de trouver un menu qui nous convienne tous les deux, donc il y avait des concessions à faire à ce niveau-là. Mais bon, d'un côté, ça demande peut-être à moi de découvrir un peu plus de nourriture pour savoir qu'est-ce que j'aime bien en termes de fruits de mer, parce qu'il y a beaucoup de fruits de mer que j'aime bien, beaucoup de poissons que j'aime bien. Voilà, je ne connais pas encore tous les plats et tout ce qui se propose, des fois c'est compliqué de trouver un truc qui me plaise et qui lui plaise aussi. Culturellement, sinon, tout ce qui est à la galanterie, etc., moi je trouve pas ça si dérangeant. On s'y habitue, c'est des réflexes à prendre. À part ça, de manière générale, ça se passait très bien. Aussi, le fait la mastication, manger fort, c'est vrai que des fois, moi, ça m'énerve. Voilà, c'est des petits bruits, c'est dans la manière de manger. Je sais pas, quelqu'un me parlait aussi peut-être par rapport à la morphologie de la mâchoire, ou alors, je sais pas, c'est simplement dans les normes, ou aussi, on m'a dit par rapport à l'éducation, ça dépend, parce que des femmes entre guillemets, de la haute société vont manger discrètement. Voilà, ça je sais pas, mais il faut savoir que de manière générale, en Asie, il y a des normes qui sont différentes par rapport au fait de manger bruyamment. Par exemple, si tu vas en Chine dans un truc où on te vend des bouillons, des ramen, dans la culture, c'est même bien vu de faire beaucoup de bruit quand tu manges. C'est tout à fait normal de faire du bruit en mangeant et de manger bruyamment. J'avais été surpris quand j'étais en Chine dans ces trucs-là, que j'entendais vraiment les gens qui mangeaient très fort, mais culturellement, c'est tout à fait normal là-bas. Un autre truc qui me vient comme ça à l'esprit, c'est le fait de se moucher. Par exemple, bêtement, tu vas avoir envie de te moucher. En Asie, tu le fais pas en général parce que c'est vu comme pas propre, pas poli. C'est aussi des petites différences, mais bon, à ce niveau-là, on s'habitue aussi. Ou moi, j'allais me moucher discrètement dans les toilettes, je vais dire, pour pas être mal poli. Pour moi, c'est drôle. En hiver, comme je suis prof de français avec mes étudiants vietnamiens, l'hiver, quand tu as 10, 15, 20 personnes dans la classe, et tu entends le concert. Alors, je sais pas si les Vietnamiens, ils crachent. Mais en Chine, par exemple, ils crachent tout le temps au sol. En Chine, ils crachent, mais au Vietnam, non, c'est pas... Non, je pense pas au Vietnam. En tout cas, quand j'étais allé à Hanoï, j'ai pas vu ça. Mais ouais. Mais en Chine, ça m'avait frappé, parce que les Chinois, ils se raclent vraiment la gorge tout le temps, comme ils se mouchent pas. Ils sont très doués à se racler la gorge. Je sais pas, ils ont une technique, mais vraiment, voilà. C'est à l'air efficace. Hein. Une anecdote à ce sujet, en janvier, on est allé en Thaïlande avec ma copine et ma famille. On s'est retrouvés sur un bateau. Il y avait une famille chinoise. Des touristes chinois, et puis il y avait le grand-père qui arrêtait pas de cracher comme ça. Au moins il crachait dans la poubelle, et puis un Allemand, un vieil Allemand s'est levé, il a demandé au jeune qui était de la famille de dire à son grand-père s'il pouvait arrêter. Le jeune n'a rien dit, le grand-père a continué. Après ma copine m'a expliqué, c'est parce que dans la culture asiatique, un jeune ne peut pas dire ça à une personne plus âgée, il ne peut pas demander ça. Donc là encore, parfois l'incompréhension culturelle, et l'Allemand ne comprenait pas pourquoi il continuait à cracher, il a commencé à s'énerver, ouais. Alors que pour le chinois, pour lui, c'est tout à fait normal de faire ça, il n'y a pas de... Ouais, pour moi, le plus gros problème, c'est à la fois culturel et personnel, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien planifier, savoir tout à l'avance, attendre à tout. Et tu disais, par exemple, pour ton histoire du balcon, quand tu étais enfermée sur le balcon, que, elle est revenue plus tôt, etc. Et c'est qu'ils vivent vraiment dans le présent. Et ils pensent pas à l'avenir. Ça, pour moi, c'est un problème. Le fait qu'on me prévienne pas que elle arrive, ah, je suis là, ah oui, mais j'aime bien me préparer à l'avance. Ça, c'est des petits trucs qui m'énervent. Et après, c'est parfois aussi lié à l'argent. Là, c'est pas juste ma copine en particulier, mais souvent les Vietnamiens, dès qu'ils ont de l'argent, ils le dépensent. Ils pensent pas trop à le garder pour le futur. Donc après, ils empruntent, on parle beaucoup, hein, la chaîne qui s'endette beaucoup juste pour acheter un téléphone, puis après ils empruntent à leurs amis ou à leur cercle. Après, quand ils reçoivent de l'argent, ils remboursent.
ils dépensent tout, et puis voilà, c'est toujours le même cercle comme ça. Et pour nous, ça fonctionne, hein, mais pour nous, c'est difficile. Et pour moi, qui suis quelqu'un qui aime bien prévoir tout à l'avance, ça, j'ai vraiment du mal avec ça, je dois dire. D'ailleurs, une anecdote qui me vient, mais c'est un guide touristique qui m'avait expliqué ça une fois. Mais apparemment, il y a des différences entre la mentalité des Vietnamiens du Nord et du Sud par rapport à cette manière de vivre ou d'économiser, par exemple. Je ne sais plus exactement, hein, mais je pense que c'est le sud du Vietnam qui était plus sujet à des intempéries fortes où voilà, ces maisons peuvent être détruites, etc. Donc, culturellement, ils avaient plus le réflexe de mettre aussi un peu de côté pour prévoir pour l'avenir. Alors que dans le Nord, là où il n'y avait pas tous ces soucis-là, ben voilà, on vit un peu plus au jour le jour sans s'inquiéter d'éventuelles dépenses non prévues. Au Vietnam, ils sont vraiment dans une société de consommation forte. Tu peux faire des crédits super facilement. En quelques clics sur son application, si elle veut, ben elle obtient un crédit. Et les crédits à la consommation sont quelque chose de tout à fait commun, surtout pour acheter des téléphones, des choses ainsi. Et oui, culturellement, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils vivent au jour le jour. On se fait plaisir, on dépense, on fait des belles activités. Et puis, voilà, le jour où il y a un souci, ben, ouais, on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye d'emprunter si nécessaire à des amis ou quoi. C'est vrai que culturellement, au niveau de l'argent, c'est assez au jour le jour. Et oui, comme tu dis, le fait de ne pas prévenir quand elle arrive, moi, c'est un truc, des fois, ça m'ennuie. Parce que je lui dis, même des fois, je peux insister, je peux dire 10 fois, fais-moi un message avant de démarrer. Elle va m'envoyer un message, elle va me dire, je suis là. Voilà. Elle ne va pas me faire un message quand elle démarre. Elle va juste me dire, voilà, je suis là, tu es où? Je ne suis pas là. Tu avais déjà évoqué la barrière de la langue. Est-ce qu'elle parle bien anglais? Est-ce que vous comprenez bien? Parce que ça, c'est important. On se comprend bien. Moi, je la comprends bien, mais elle parle très mal anglais. Et des fois, elle me dit, bah, écoute, t'es la seule personne qui me comprenne. Je sais pas. Des fois, j'arrive à comprendre ce qu'elle a envie de dire. Elle parle pas très mal anglais, je vais dire, mais l'anglais est tellement difficile pour eux à apprendre que voilà, elle a commencé à l'apprendre. Elle a fini son cours ici cette année, donc elle avait encore des leçons quand j'étais avec elle. Donc elle est toujours entre guillemets en train d'apprendre, en pratiquant, en discutant avec moi. Elle apprend. Voilà, je suis pas tombé avec une fille qui a un super niveau d'anglais, donc c'est vrai que des fois, pour se comprendre, c'est compliqué. Ça m'arrivait des fois au début d'utiliser le traducteur avec elle, mais avec le temps, voilà, j'ai plus jamais utilisé de traducteur, on arrive à se faire comprendre. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce que moi, si j'ai envie de lui expliquer quelque chose où il y a des mots complexes, je vais lui dire, elle va pas forcément tout comprendre, ou des fois, elle peut mal comprendre. Et c'est vrai que des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour faire comprendre les choses comme j'aimerais qu'elle les comprenne. C'est vrai que dans la communication, à ce niveau-là, c'est compliqué. Avec la traduction, des fois, il peut y avoir des méprises à cause de la traduction. La traduction peut être très mauvaise. Et des fois, c'est difficile de se faire comprendre, surtout dans des situations de dispute. Parce que c'est dur d'avoir, voilà, de se faire comprendre à ce niveau-là. Petite question, toi, ta copine, elle parle français, c'est ça? Elle parle français. Mais un peu comme tu dis, je suis un des seuls à la comprendre quand elle parle français, mais je la comprends. C'est chouette ça d'avoir quelqu'un qui sait parler français. En anglais, on peut bien se comprendre aussi. Hein. Moi, j'ai la chance de travailler en anglais, mais ouais. C'est vrai que au Vietnam, il y a aussi le fait que le français est encore enseigné. Voilà, via le passé colonial, on peut aussi trouver des personnes qui parlent ou parlent un peu français, donc c'est toujours intéressant, je veux dire, pour quelqu'un de francophone. Dans les lycées, c'est la deuxième langue après l'anglais, le français. C'est quand même une différence avec la Thaïlande, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens de Thaïlandais qui parlent français. C'est vrai que moi, j'aurais 2-3 questions par rapport à ta vie à Hanoï. Je voulais savoir un peu, en termes de vie, etc., comment ça se passe pour toi déjà, par exemple en termes de loyer. Tu vis dans une maison, un appartement ou... C'est un appartement avec une chambre. Ouais, donc tu as un appartement avec une chambre séparée. Au début, j'avais un studio, mais je trouvais pas ça terrible. Si je veux accueillir quelqu'un, d'avoir le lit, puis j'ai toujours le bruit du frigo qui me dérangeait, donc c'est mieux d'avoir une chambre séparée. C'est l'idéal. Ça fait 2 ans que je suis avec ma copine, elle voudrait bien habiter avec moi. Elle a un studio à la périphérie de la ville. Bon, moi, je suis pas trop chaud pour ça. Pas par rapport à elle, mais j'ai jamais aimé habiter avec quelqu'un. Mais si je devais le faire, il faudrait que je prenne un appartement avec 2 chambres, qu'on ait chacun la nôtre. Pour le prix, si ça t'intéresse de savoir combien, on va dire que c'est aux normes européennes, hein, c'est quelque chose qu'on trouverait en Europe, la femme de ménage qui vient une fois par semaine. C'est pas, ici, il n'y a pas, en tout cas à Hanoï, il n'y a pas trop de ce qu'on appelle les condos, la salle de sport, le truc, tout ça. Je paye sans électricité 8,5 millions, ce qui fait en euros actuellement. 8,5 millions, on est à peu près à 300, 287. Souvent on se rapproche des 300 euros, mais je suis assez près du centre, plutôt dans le centre. Ça sera un peu moins cher, parce que bon, c'est par rapport à mon lieu de travail, ouais. Et c'est plutôt aux normes
c'est de bonne qualité, un truc un peu pourri, ou un studio un peu... ouais, ma copine, son studio aux normes vietnamiennes, elle, ouais, c'est quand même assez cher. Elle est complètement à la périphérie, elle paye 3 500 000 et c'était même pas meublé. À Hanoï, c'est cher. Ouais, c'est ce que je constate aussi à Ho Chi Minh City en termes de prix. Tu peux avoir un petit appartement sympa, bien situé, voilà, aussi 9 millions de dong, 8 millions de dong, voilà. Et à côté de ça, tu as aussi des appartements, c'est pas vraiment des condos, mais c'est des appartements où il y a aussi une piscine, une petite salle de sport, enfin, ça c'est sympa aussi, mais ça augmente vachement le prix du coup. Il faut se méfier aussi, il y a beaucoup de sites, que ce soit des agences immobilières ou même des sites un peu l'équivalent du Bon Coin, enfin je sais pas si tu as le Bon Coin en Belgique, Chotot ici, et enfin les photos, tous les appartements que j'ai visités, les photos n'ont rien à voir avec la réalité, quoi. Tout est bien embelli sur les photos, donc il faut se méfier avec ça, surtout pas ceux qui veulent s'installer ici, il faut voir une fois sur place. Je vois toujours dans les groupes Facebook des francophones, des gens qui demandent, ou alors souvent pour des étudiants, mon fils va venir faire un stage à Hanoï, est-ce qu'on peut trouver une... il faut venir, on trouve très vite, ça va très très vite. En une semaine on peut trouver quelque chose, mais il faut visiter. Il faut visiter, bah oui. En tout cas je regardais un peu parce que pour mon prochain voyage, j'aimerais bien de passer, parce que pour mes voyages précédents, je suis passé via Airbnb et tout ça. Tu payes vachement cher et sur les groupes Facebook, il y a moyen de trouver. Même tu postes toi-même ton message, tu dis voilà, je cherche plus ou moins ça. Et d'eux-mêmes, tu vas avoir des Vietnamiens qui, entre guillemets, travaillent pour des agences qui vont te contacter. Maintenant, voilà, j'ai pas encore testé, donc je pense qu'il faut faire attention aux éventuels scams, etc. Donc voilà. Ce que tu peux faire aussi, que font certains, tu trouves le truc sur Airbnb, tu vas sur place, si tu arrives à trouver le propriétaire et tu te mets d'accord sur un prix et tu verras que la commission de Airbnb, elle est énorme, quoi. Ouais, ils prennent, je pense, 20% minimum, enfin bref. Mais c'est vrai que pouvoir s'arranger directement avec la personne, c'est toujours mieux. À propos du logement, le rêve de ta copine, c'était que tu lui achètes une maison, ou souvent tu disais dans tes vidéos que... Et ça me fait penser que ma copine aussi me disait que son grand-père lui répétait toujours si un homme t'aime vraiment, il t'achètera une maison et une voiture. Voilà, on lui a toujours mis ça dans la tête. C'est culturel. Donc je vais bien expliquer que non, moi je n'achèterai pas de maison, je n'achèterai pas de voiture. Ah oui, je pense, c'est vraiment amusant que tu dis ça parce que c'est précisément ce que, voilà, elle m'a dit, écoute, moi j'ai envie plus tard d'avoir une maison. Voilà, enfin, elle m'a pas dit j'ai envie d'avoir une maison, mais son idéal de vie, je vais dire plus tard, c'est d'avoir un foyer, donc c'est-à-dire qu'on ait une maison, une voiture et voilà, une petite famille. Je précise bien pour ceux qui nous regardent, c'est pas parce que nous sommes étrangers, on serait vietnamiens, ce serait exactement la même chose, quoi. On n'est pas des pigeons qui sont là pour... Ouais, il n'y a pas de traitement spécifique pour les étrangers. Les Vietnamiens, beau gagner leur vie beaucoup moins bien qu'un étranger qui viendrait s'expatrier. Pas tous, hein, tu sais, tu as bien vu, hein, ça, Igor. Enfin, tu vois à Hanoï, les voitures qu'ils ont aussi, les gros SUV, je peux dire que le niveau de vie augmente très très vite. Hein. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il y a des Vietnamiens qui sont très très aisés. Hein, et à côté de ça, il y a aussi des Chinois qui viennent beaucoup au Vietnam, qui s'intéressent aussi aux femmes vietnamiennes, etc. Chinois, Coréens, Japonais, peut-être un peu moins. Japonais. Les Coréens aussi, ils aiment bien les Vietnamiennes. Aussi, ouais. En tout cas, les Vietnamiennes sont assez prisées, je veux dire, dans la sphère asiatique. Elles ont des attraits que voilà, les Chinois aiment bien, les Japonais aiment bien, enfin bref. Que nous aussi on aime bien peut-être, moi j'aime bien en tout cas. Il y a un truc, ça peut sembler un peu bizarre, alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui regardent nos vidéos de toute façon. Depuis que je suis ici, je ressens plus aucun attrait pour les occidentales. Quand je vois je ne les vois plus, tu vois. Pour moi, il n'y a que les Vietnamiennes. C'est pareil, j'ai tendance à dire que j'ai la fièvre jaune, mais voilà, c'est un peu le cas, tu vois. Après avoir voyagé en Asie, je sais pas, moi j'aime trop le style asiatique. Voilà, les cheveux noirs, les yeux bruns, fines, classe. Les Vietnamiennes sont plus classe, je trouve, que les Thaïlandaises qui ont un look plus extravagant. Et ici au Vietnam, tu as un peu plus le look petite écolière, enfin bref. Ils sont très classe, je trouve, les Vietnamiennes. J'aime beaucoup aussi leur tenue traditionnelle, les Ao Dai. Aoyai. Aozai. Ah oui, dans le sud Aoyai et dans le nord Aozai. Je ne savais pas que la prononciation était différente. Moi, elle dit Aoyai. Un truc qui m'a surpris aussi en arrivant, je trouvais les femmes asiatiques attirantes déjà avant, mais j'avais un peu une fausse image, et d'après ce que j'ai entendu, un peu de la femme asiatique soumise. En fait, j'ai compris que c'était le cliché des femmes japonaises qu'on avait jusque peut-être dans les années 90 et que ça a quand même bien changé depuis. Et les Vietnamiennes
pas du tout. Alors là, soumission, c'est zéro, c'est pas ça. Donc ceux qui recherchent ça, une femme asiatique soumise, non, je crois que ça n'existe plus, ou en tout cas pas ici. Je sais pas si c'est spécifique au Vietnam, mais en tout cas, je pense que la femme vietnamienne, elle a plutôt un caractère fort. Voilà, c'est pas la femme soumise, c'est elle qui va entre guillemets, je sais pas comment dire ça, mais essayer de contrôler, je sais pas, elle va pas se laisser faire. Ça va pas être une fille docile, toute calme, qui dira oui à tout. Je sais pas comment on peut voir les choses, mais on peut se dire, voilà, comme t'es l'homme et que tu payes, etc., elle va faire tout ce que tu veux. Non, hein, s'il y a un truc qui lui plaît pas, elle va te le dire. Si elle est pas contente, elle va te le dire. Enfin, voilà. Et à la maison, c'est elle qui décide de tout. Hein. C'est elle qui s'occupe des finances. Moi, j'étais surtout surpris au début. Je voyais dans les restaurants, c'est les femmes qui payaient quand les couples ou les familles qui allaient. C'est toujours la femme qui allait payer. Wow. Je me souviens, un collègue, je lui demande, mais t'es dans quelle banque en fait? Il dit, je sais pas, c'est ma femme qui s'occupe de ça. Enfin, ma femme vietnamienne. Hein. Oui, c'est la femme qui s'occupe des finances. Mais bon, voilà, c'est pas le cas forcément dans tous les couples. Et dans mon cas, voilà, je la laisserai pas gérer les finances, c'est sûr. Ouais, moi non plus, c'est pas possible. Dans ma relation, il n'y a pas de prétention à ce qu'elle gère les finances. Elle m'a jamais parlé de voilà, j'ai envie de gérer les finances. Nous, c'était établi de base qu'elle est trop mauvaise pour ça, donc. Pour te montrer jusqu'à quel point ça peut aller, j'ai une anecdote. C'est un collègue, donc avec une femme vietnamienne. Un jour, ils avaient acheté une maison ensemble. Un jour, il rentre chez lui, il voit sa femme devant la table avec des plans d'une maison. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui dit, ah ben ça va être notre nouvelle maison qu'on va faire construire parce qu'on va vendre celle-là à mon frère. Ah bon, d'accord. Bon. Si tu as décidé ça, tu vois, c'est le genre de truc inimaginable pour nous, quoi. Elle avait déjà tout décidé, tout prévu, elle avait déjà les plans de la maison et lui, il était au courant de rien, absolument. J'avais une question à te poser. Est-ce que tu as déjà eu, je veux dire, des disputes, des prises de tête, voilà, des choses qui... Je sais pas si tu es OK de parler de ça ou un petit peu. Les disputes, c'est quelque chose de récurrent dans tes vidéos et oui, c'est pareil. C'est souvent, et je pense qu'elles sont souvent liées à ces différences culturelles, justement. Même si on les connaît, on a l'habitude, on peut s'adapter dans une certaine limite, il faut faire des compromis, mais quand même... Il faut pas s'effacer non plus. Hein, ouais. Et c'est vrai que connaître les différences culturelles et les vivre, c'est pas du tout la même chose. Enfin, tu peux te dire, ok, j'ai la théorie, je sais bien que ça va être différent, et quand tu le vis dans l'instant présent, des fois, voilà, ça peut amener à des situations tendues. Mais en tout cas, ce que je peux dire par rapport à mon expérience personnelle, c'est que on a déjà eu des prises de tête quelquefois. Mais en tout cas, c'est des choses qui s'éternisent pas sur des mois, des semaines. En général, comment ça se passe? On a une fois un désaccord, peut-être 1 heure après, 2 heures après, le lendemain matin, entre guillemets, on va rediscuter et puis ça va être réglé, quoi. Entre toi et moi, je pense que d'après ce que je vois dans les vidéos, alors dans la vraie vie, je sais pas si tu es comme ça aussi, mais j'ai l'impression que tu es plus zen, tu laisses plus couler les choses. Moi, je suis plutôt têtu et je... voilà, donc c'est un peu plus difficile à résoudre, mais pour ça je pense qu'elle t'a bien trouvé, que si ta copine avec quelqu'un comme moi, non, ça pourrait pas marcher, trop d'étincelles. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que si j'étais pas vraiment calme, zen, des fois je me dis écoute, ça va aller, elle va péter son câble entre guillemets, puis après elle va se calmer. Tu vois, si moi-même au moment où elle est à haute température, au moment où voilà, chez elle, voilà, elle bouillonne, si moi aussi je bouillonne, ça peut partir en couille totale, alors que voilà, en restant calme, en réagissant pas, au final, elle se calme d'elle-même dans mon cas et ça se passe bien, quoi. Mais c'est vrai que des fois on me dit oui, mais tu devrais, c'est pas moi, mais je sais bien que si moi je commence à élever la voix sur elle ou des choses ainsi, ça va être une escalade dans mon cas et ça va finir mal, donc voilà, des fois je la laisse faire, entre guillemets, je la laisse péter son câble et après ça se calme et tout se passe bien. Mais... Non mais je t'admire parce que tu as la bonne attitude, c'est ça qu'il faut faire. Moi j'ai du mal à faire ça. Après c'est une question de personnalité. Hein. C'est compliqué des fois, hein, et ça m'est arrivé des fois de pas prendre sur moi et de m'énerver. C'est vrai que là des fois ça a trop escaladé, donc bon. Mais je tiens quand même à préciser que c'est des petits événements sur plusieurs mois de temps. Voilà, j'ai pas fait que me disputer tout le temps avec elle, hein, mais de temps en temps, via les différences culturelles, des incompréhensions ou des problèmes personnels. Ma copine a vraiment un caractère très très fort, mais des fois, elle-même le dit, même son entourage le dit, même ses copines, elles disent il n'a pas de chance ton copain parce que vraiment t'exagères. La tienne, ouais, un sacré caractère. Ça. Moi j'ai eu le level maximum de la vietnamienne au sang chaud.
Tout le monde a ses qualités, ses défauts, et malgré ce petit défaut qu'elle a, ben, je l'aime beaucoup pour toutes les autres qualités qu'elle a. Et voilà, j'essaye de la comprendre et de rester ouvert, de pas non plus me dire allez, t'es trop chiante, c'est fini, mais plutôt d'essayer de comprendre et de discuter. Mais bon, voilà, je sais bien qu'elle va toujours garder ce caractère-là, donc ça risque d'être problématique des fois. Moi, comme je l'aime, voilà, je peux lui pardonner. Il y a une chose qui m'étonne actuellement, comment on peut tenir une relation à distance. Moi, j'aurais vraiment du mal. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus? Ça va faire 2 mois et demi, 3 mois qu'on est à distance, là. Moi, je peux juste dire que c'est hyper compliqué. Parce que, bon, déjà, tu as le décalage horaire qui aide pas. Moi, de mon côté, ben, la vie ici est pas folle. Hein. Quand je suis dans mon pays, la vie est pas folle. Donc, pour l'instant, ma situation présente est pas idéale. Dans le sens où ben, je préférais être avec elle au Vietnam, c'est certain. Tu penses tenir combien de temps tout seul encore? Ah ben, je sais pas combien de temps je vais tenir. Mais... Voilà, je peux pas trop en dire, mais en tout cas, j'ai prévu de repartir, mais voilà. Plus vite que prévu, alors. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui va être plus vite que ce que je pensais, parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'être à distance. Pour moi, c'est compliqué, pour elle, c'est compliqué, parce que elle, ses retours dans sa petite chambre, le travail, une vie qui n'est pas forcément folichonne, elle travaille beaucoup. Voilà, à côté de ça, elle n'a pas beaucoup d'activités. Elle travaille, elle met de côté, elle aide sa famille, je veux dire, voilà. Son train de vie n'est pas du tout le même quand on est ensemble et quand on n'est pas ensemble. Et moi, c'est pareil, mon train de vie en Belgique n'est pas du tout le même qu'au Vietnam. Donc vraiment, le projet, c'est de, voilà, pour moi, plus tard, pouvoir m'établir. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est vraiment, je peux juste dire que c'est compliqué. De maintenir une bonne communication, de maintenir une bonne relation à distance, c'est vraiment très difficile. On a même, enfin voilà, on a échoué plusieurs fois, hein, on s'est disputé même à distance, et c'est pas du tout facile. En tout cas, c'est beaucoup plus facile d'être ensemble, ça, y a rien à faire. Je conseillerais pas à quelqu'un de commencer une relation s'il y a beaucoup de phases à distance, c'est très compliqué. Moi, je pense que je pourrais pas. Ouais. C'est trop dur, hein, vraiment. C'est vraiment pas facile. Mais bon, c'est bien que je vais y retourner, donc ça va, ça fait un peu, ça motive, tu vois, parce que bon, c'est pas facile. On a un point commun tous les deux, c'est aussi on aime beaucoup voyager, et c'est un problème d'être avec une Vietnamienne. C'est des trucs un peu auxquels on pense pas forcément, mais c'est le problème de visa. Je suis français, j'ai ma famille en France, heureusement, ma mère, ma soeur sont déjà venus me rendre visite plusieurs fois, mais depuis que je suis ici, ça fait 2 ans et demi, je suis jamais retourné en France, et j'ai pas envie d'y retourner tout seul, mais y aller avec elle, elle voudrait découvrir la France, mais c'est compliqué d'avoir un visa. Ou quand on voyage, je voudrais aller en Corée du Sud, à Taïwan, pareil, c'est difficile pour les Vietnamiens d'avoir un visa, donc on reste dans l'ASEAN. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, ils ont un passeport qui permet pas de voyager facilement. En Thaïlande, ça a été, je sais bien que, ouais, je sais pas spécifiquement pour tous les pays, mais c'est vrai que c'est compliqué. Si tu veux lui faire découvrir la Belgique, ça va pas être simple. Ça m'intéresse de la faire venir une fois ici, découvrir la Belgique, mais dans l'immédiat, c'est pas ce qu'on a envie. Dans l'immédiat, ce serait plutôt faire des petits voyages sympas du côté de l'Asie, quoi, là où tous les deux on a envie de voyager, genre faire un petit tour en Indonésie, voilà, retourner peut-être en Thaïlande à un moment, voir d'autres endroits. Donc bon. À part ça, c'est vrai que ça serait compliqué la Belgique, mais un jour ça serait amusant de la ramener ici. Mais je pense que pour elles, culturellement, ça va être un choc, même si elles ont très envie de voir l'Europe, les Asiatiques, parce que c'est un peu un rêve aussi pour beaucoup de filles asiatiques de voyager en Europe, d'aller à Paris. Elles ont une vision complètement déformée de l'Europe. Ils ont une vision totalement fausse. De Paris, c'est la mode, etc. Ils n'ont pas le la romantisme, même l'amour, ça fait un choc, je pense. C'est vrai que si elle devait venir en Belgique, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 jours maximum et un vol qui coûterait très cher pour ces 10 jours. Voilà. C'est un voyage qui coûterait très cher au final, donc bon, c'est pas notre priorité, quoi. Mais à l'avenir, certainement. Est-ce que c'est pas un problème aussi pour toi? Je crois que dans tes vidéos, tu dis une des raisons pour lesquelles tu t'es disputé avec elle, je crois que tu t'es même une fois séparé avec elle parce que tu dois lui envoyer de l'argent et que tu n'as pas envie de lui envoyer de l'argent à distance. Alors, tu fais quoi finalement maintenant? Comment ça s'est présenté? Ben, elle m'a pas dit spécifiquement, voilà, j'ai envie de l'argent ou quoi. Mais à un moment, elle m'a demandé si je pouvais, voilà, lui donner un coup de main parce que financièrement, ben, ça allait pas. Donc dans ce cas précis, moi ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que je lui ai dit que par rapport à tout ça, moi je suis pas à l'aise. Il y a trop, j'aime pas faire de l'envoi à distance. Ça, je peux
difficilement faire confiance, je sais pas si c'est de mon expérience personnelle ou quoi, mais en tout cas faire confiance à une femme totalement, pour moi c'est compliqué. J'aurai toujours des réserves et des craintes et des inquiétudes par rapport à ce qui peut se passer, donc j'ai pas envie de commencer une démarche où j'envoie de l'argent régulièrement, même si voilà, c'est quelque chose qui fortement pourrait lui faire plaisir dans son quotidien où elle est maintenant toute seule au Vietnam, qu'elle a un copain qui est étranger et qui, entre guillemets, a des moyens. Voilà, il y a une certaine forme de logique à ce que je participe un petit peu à son bien-être. Dans la culture, la mentalité vietnamienne, une femme doit se faire bien traiter et son mari, s'il en a la possibilité, voilà, il doit, entre guillemets, participer à son bien-être, son confort, etc. Des fois, tu vois, elle me demande, indirectement, elle me dit qu'elle aimerait bien des fleurs. Mais je l'avais aidée, dans ce cas précis, elle avait pété ses chaussures de boulot. Elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien que ça me ferait plaisir que tu m'offres des chaussures. Voilà. Je porte ces chaussures tous les jours et que voilà, je sois content. Je me dis, c'est les chaussures que mon copain m'a offert. Donc pour ça, j'ai dit oui. Voilà. J'ai dit oui, puis après, j'ai aussi envoyé des fleurs, mais jusqu'à présent, c'est tout ce que j'ai fait. Donc ces chaussures, c'était quoi? 20, 25 euros, 500 000 VND, je crois. Et à côté de ça, j'ai envoyé un bouquet de fleurs à 200-300 000. Donc voilà, j'ai dû dépenser un peu moins de 40 euros jusqu'à présent à distance. Mais c'est vraiment parce que j'ai poussé à ce que, voilà, il n'y ait pas plus. Moi, ça m'intéresse. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ce type de relation trop monétaire. Et c'est un truc que j'aime pas, le côté très monétaire. Et c'est vrai que culturellement, il va y avoir beaucoup plus de discussions liées à l'argent. En tout cas, dans mon cas, des fois, on avait des discussions, on parlait d'argent. Et moi, je lui disais, ce type de discussion, franchement, ça m'épuise. J'aime pas parler de ça. Et plusieurs fois, je lui dis, allez, moi, j'ai pas envie de parler de ça et on parle pas de ça. Mais c'est vrai que dans mon cas, il y a une autre fois, après que je lui ai acheté ses chaussures, etc., quelques semaines plus tard, elle a eu on va dire qu'elle a eu un problème, voilà. Elle a eu un souci, je ne peux pas trop parler parce que c'est lié à son contexte familial, mais en tout cas, voilà. Là, on va m'attendre au tournant, mais en tout cas, elle avait un problème, et voilà. Elle n'était pas en position de payer son loyer, elle m'a demandé de l'aide, et à ce moment-là, moi, j'ai refusé. Et ça a été très compliqué, parce que, voilà. Ça a été le motif d'une grosse dispute, entre guillemets, parce que dans son cas, tu vois, moi c'est compliqué ma situation parce que j'ai toujours l'inquiétude, la méfiance de me dire, est-ce que derrière tout ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai toujours même si je la crois, je sais bien que c'est une fille bien, etc., j'ai toujours la crainte au final de me faire, entre guillemets, rouler ou que, voilà, elle en profite. Voilà. J'ai toujours cette pensée-là en tête. Et c'est pour ça que je ne veux pas du tout participer financièrement, en tout cas quand je ne suis pas là. Et c'est aussi pour ça qu'une relation à distance est très compliquée dans le cas présent. Et donc je ne l'ai pas aidée. Elle était vraiment, entre guillemets, dans la merde. Je ne l'ai pas aidée, donc bon, ça a été compliqué. Mais elle ne me demandait pas beaucoup, hein. Au final, elle avait besoin de payer son loyer pour sa chambre, 1,5 million. Donc voilà, c'était 60 euros. Quand elle a amené la demande vers moi, je ne lui ai même pas demandé le montant, je lui ai dit je ne veux pas. Voilà. Je ne sais pas si je suis têtu ou quoi, mais en tout cas, moi, quand j'ai décidé quelque chose, je suis prêt à aller jusqu'au bout. S'il faut la quitter pour mettre en place le fait que voilà, j'ai pas envie de participer financièrement et que je tiens à garder cette ligne de conduite, en tout cas quand je suis pas là. Voilà, moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout et s'il faut qu'on se sépare, on se sépare. Tu as bien fait, je pense. On se rend pas compte, nous, mais ils ont souvent ils sont au milieu d'un cercle, un cercle de relations, d'amis, de famille. Ils ont toujours possibilité d'emprunter même des petites sommes à plusieurs personnes et finalement, ils arrivent, en tout cas, moi, c'est ce que fait ma copine. Elle emprunte beaucoup, mais après, elle rembourse. Des fois, elle m'emprunte de l'argent, puis elle me rembourse. Ils font souvent ça et les autres, bien, ils prêtent volontiers parce que c'est dans leur système. C'est ce que je dis, quand ils vivent au présent, ils pensent pas à l'avenir. Donc s'il n'y a plus d'argent, on emprunte et puis on rembourse après. Tu ne l'as pas mise dans la merde, elle n'est pas à la rue, donc elle a trouvé une solution finalement. Je sais pas exactement comment elle s'est arrangée du coup pour le loyer, parce que pour la petite histoire, depuis cette histoire-là, on est resté, on ne s'est même plus parlé pendant quelques temps. C'est vraiment voilà, récemment qu'on a repris le dialogue. Et moi, je campe sur mes positions quand il y a un truc qui ne me plaît pas. Je sais bien qu'entre guillemets, c'est dans la culture vietnamienne, voilà, mais qui n'est pas ma culture au final. Donc, moi, je dis les choses comme elles me conviennent. Je dis quand on est ensemble, écoute, il n'y a pas de souci. Si je suis avec elle et que je suis témoin, que je vois bien que voilà, que ça va pas, entre guillemets, elle va se faire foutre dehors. Tu vois, évidemment que je vais l'aider.
Mais bon, si je suis à distance et qu'elle me raconte ça, je vais avoir des réflexions qui vont faire que je me sens pas à l'aise de faire ça. C'est des petits montants, elle m'a jamais demandé un gros montant en tout cas. Il n'y a jamais été question que par exemple je lui envoie 300 € par mois ou des trucs comme ça, voilà. Ouais, l'exemple que tu donnes, ceux qui envoient 300 € ou 400 € par mois, c'est ceux qui sont, c'est plutôt qui envoient à des, on va dire, professionnels thaïlandaises. C'est une autre situation. On n'est pas du tout dans cette situation. Et maintenant, je pense que ça peut aussi arriver dans un couple namien ou quoi, que la femme arrête de travailler et que l'homme couvre son salaire. Ça peut arriver, je pense, sans que ça soit une professionnelle. Oui, mais dans ce cas, ils sont mariés, ils ont déjà des enfants ou ils vont en avoir, ils habitent ensemble. T'en as souvent un qui part à l'étranger, un qui va travailler à l'étranger. Ça arrive assez souvent. Pas comme ça, juste avec une relation au bout de 3 mois, que après tu pars et tu continues à payer un salaire. Tu vois, Ouais, il faut se rendre compte aussi du coût de la vie au Vietnam et des salaires moyens. Enfin, j'essaye de voir par rapport à ce qu'elle gagne, si elle exagère pas, tu vois, dans son train de vie, etc. C'est vivre dans le présent. La mienne aussi, elle gagne pas très bien. Bon, elle a juste ce qu'il faut pour vivre, mais voilà, si elle a envie d'aller au café, ben elle va au café. Elle a envie de s'acheter un truc, elle réfléchit pas qu'elle pourra pas finir à la fin du mois. Donc, mais je pense qu'ils sont tous, la plupart sont comme ça, quoi, ça. Ouais, ça c'est totalement différent. Nous, on va plus anticiper, penser à l'avenir, préparer l'avenir, etc. Et alors que pour eux, pourtant, il n'y a pas vraiment de chômage, de pension, de choses ainsi. Donc, on pourrait croire qu'ils sont plus prévoyants, mais au fait, non, ils sont beaucoup plus... Parce qu'ils ont la famille pour les aider, les connaissances. Pour nous, c'est surprenant, c'est difficile de s'adapter à ça, mais après, ça marche leur système. Hein, ça... Ils ne s'inquiètent pas, ils n'ont pas autant d'inquiétudes qu'on peut avoir. Et... Je compare la circulation, ça a l'air chaotique, mais en fait, ça marche, quoi. Ils regardent rien et qu'on conduit. Et puis, bon, il y a peut-être un peu plus d'accidents que chez nous quand même, mais... enfin, que je veux dire qu'en Europe, mais... Finalement, Enfin, une petite anecdote ainsi, mais c'est vrai qu'au Vietnam, on utilise beaucoup le klaxon sur les scooters, etc. Et en Thaïlande, ils ne l'utilisent pas du tout. Et c'était marrant, une fois, Thi, elle a conduit en Thaïlande un scooter et elle klaxonnait tout le temps. Je voyais bien que les gens ils trouvaient ça bizarre, tu vois, parce que là-bas, on ne klaxonne pas du tout. Quand j'ai ma copine derrière moi, elle dit « Mais klaxonne, klaxonne !» Je dis « Mais c'est pas la peine, pourquoi tu klaxonnes ?» Ouais, là-bas, ils klaxonnent tout le temps pour prévenir qu'ils sont là et tout. Tu as le permis vietnamien, du coup, ou l'international? Non, déjà, comme je réside ici, je peux pas avoir le permis international. Alors ça, c'est un problème. En fait, pour les touristes, normalement, il faut un permis international, il faut le permis moto, ou que ce soit, en tout cas, qui est au minimum 1 écrit sur le permis international. Mais quand tu es résident, tu peux pas utiliser le permis international. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué ça. Par équivalence, ils m'ont fait un permis. Ouais. Tu as pu transformer le permis. Et tu reçois un permis vietnamien. Actuellement, on peut faire ça. Et pour ceux qui n'ont pas sur leur permis européen, qui n'ont pas le permis scooter ou moto, si tu as quand même le permis B, le permis voiture, donc tu fais ce permis-là, et ils te font passer un examen pratique. C'est un parcours à faire. Bon, je ne sais pas comment je l'ai eu, pour dire comment ça se passe. C'est un grand circuit, tu as des centaines de fois, c'est des jeunes ouais, qui sont là ce jour-là pour passer le permis. Et t'as une sorte de circuit. Ça commence par un 8, mais vraiment, tu as une piste large comme ça, tu dois au ralenti, tu dois faire ça, et à chaque fois que tu mords, tu entends un bip. Et tu dois faire ça, ouais, sortir du 8. Après, tu as un truc avec des bosses, enfin, un slalom, un truc avec des bosses, un truc comme ça. J'entendais que des bips, n'importe quoi. Mais bon, comme je suis passé par des intermédiaires, je vais pas en dire plus. Je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Je vais pas savoir comment je l'ai eu, mais voilà, j'ai eu mon permis. Je suis tranquille avec ça. Et ça m'a servi parce que j'ai fait un road trip dans le nord, ce qu'on appelle la boucle de Razang, très populaire. C'est une attraction touristique très populaire dans le nord. Ça se fait à moto et là, les contrôles sont systématiques parce qu'il y a eu pas mal de morts et d'accidents. Après, partout ailleurs, en général, tant que tu n'as pas d'accident, ça se passe bien. Dès que tu as un accident, c'est là que tu es embêté. Et pas que la police, hein, mais l'assurance, tout ce qu'il faut payer. Tu n'as pas d'assurance. Si tu n'as pas de permis, tu n'es pas assuré. Même avec un permis, je suis pas sûr que tu sois vraiment assuré. Donc voilà, c'est super, scooter. Moi, je fais que ça. Mais voilà, il y a des risques, quoi. C'est vrai que ouais, je me posais la question, mais c'est bien de savoir qu'avec un permis B, enfin avec un permis voiture, tu peux réussir à avoir un permis vietnamien. Si tu es résident, il y a des possibilités.
Si tu es résident, voilà. Si tu es résident. Parce qu'en tant que touriste, par exemple, je sais bien qu'en Thaïlande, même en tant que touriste, il y a des possibilités pour passer le permis thaïlandais via des cours, etc. Mais voilà, au Vietnam, c'est pas du tout possible ça. Il faut soit être résident, soit si tu es un touriste, avoir le permis moto sur ton permis international et tu pourras conduire lors de ton séjour touristique. Tu n'es pas tenté parce que si tu retournes au Vietnam, Tu sais, je suis vraiment très tenté. Le souci, c'est que j'ai pas du tout le permis moto ici. J'ai jamais conduit. Non. Si je retournais en Thaïlande, j'aurais passé le permis thaïlandais. Et du coup, je me suis renseigné si on savait passer le permis vietnamien en visa touriste, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, passer l'examen moto au Vietnam, c'est quasiment impossible, je pense, parce que tout est en vietnamien, il me semble. oui, mais il y en a pas mal qui le font. En fait, je sais pas si c'est des auto-écoles, en tout cas des agents qui s'occupent de ça. Si tu passes par eux, tu vas quand même à l'examen. Et tu te prépares quand même avant, tu apprends par cœur un certain nombre de questions, mais on va dire qu'en général, la réussite est 100% garantie, quoi. Donc, il y a moyen quand même, il y a moyen. Bah ouais. Dans mon cas, je suis tenté, clairement, j'aimerais bien conduire. Même si ça, c'est vrai qu'au Vietnam, c'est quelque chose. Hein. C'est pas du tout comme en Thaïlande, c'est pas du tout comme dans d'autres pays. La moto est présente et sur les routes, dans les grandes villes, c'est assez surprenant. Donc j'étais bien content que Thi, elle conduise. Mais ça, elle aimait pas non plus parce que culturellement, c'est l'homme qui conduit, on va dire. Donc. Quand tu seras résident au Vietnam, je sais pas comment tu vas faire. Une fois que tu seras marié, tu pourras être résident. C'est un argument pour le mariage. Moi, si je dois me marier, c'est uniquement pour avoir plus facilement les. Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. Je suis un peu bloqué à ce niveau-là et c'est dommage. Par ça, je peux conduire une voiture là-bas, mais bon. Au Vietnam, tu peux conduire les 50 cm3, hein, sans permis, pas besoin de permis jusqu'à 50 cm3. Et ça va, en fait. Si tu prends un semi-automatique, même vous pouvez vous mettre à deux dessus, ça roule quand même. Faut pas aller en montagne avec, évidemment. Hein, mais si tu restes en ville. Bon à savoir, hein, parce que je pourrais faire mes premiers pas sur un 50 cm3 et. Bah, en tout cas, ça, je savais pas. C'est bien que tu me le dises. Ouais, bah toi, tu auras appris quelque chose. Parce qu'au Vietnam, sans scooter, tu n'es rien. Hein. C'est compliqué, franchement. Enfin, moi, du coup, je prenais des grappes tout le temps. C'est pas si cher. Au final, un trajet me coûte 1 euro, 2 euros. Mais c'est pas la même chose. C'est plus agréable d'avoir ta liberté, je veux dire, de te dire, ben, je vais là, puis je vais là, de pas devoir prendre un chauffeur à chaque fois. Ah, moi, j'ai commencé comme ça. J'avais déjà un scooter en Europe, mais au début, j'ai pris des grappes pour voir un peu. Mais le problème, c'est qu'après, quand j'ai pris un scooter ici, j'ai conduit comme un grab. Et le grab, c'est loin d'être exemplaire. En fait, les gens, ils conduisent bien plus lentement que les grabs. Ils sont bien plus tranquilles. Les grabs, ils n'hésitent pas. Moi, ils montaient tout le temps sur le trottoir, des trucs comme ça. Enfin, devant le feu rouge. Mais ça donne une expérience aussi d'être passager, tu vois un peu comment ça se passe, comment Oui, tu observes, il y a tellement de règles qui sont pas écrites. Ouais. Tu arrives directement, tu vois le mec qui conduit à contresens, des fois, ça peut être perturbant, mais ici c'est normal quoi. Tiens, j'avais une question par rapport tu vois, à l'aspect voyage et tout ça. Ta compagne, elle travaille, elle travaille. Elle a fini ses études il y a pas longtemps. Elle a étudié la psychologie, et là elle se recycle un peu dans la communication. Actuellement, elle est en stage à la télé vietnamienne. Voilà, donc, mais c'est un travail, bon, pas super bien payé, mais... Ouais, ma question, c'était par rapport au congé, etc. Parce que c'est vrai que dans mon cas, des fois, c'est difficile de trouver des opportunités pour faire une activité vis-à-vis de ces congés qui sont... Et le fait aussi qu'elle travaille des fois le samedi. Effectivement, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Parce qu'elle était étudiante, maintenant, comme elle est stagiaire, elle peut prendre un peu... En plus, elle travaille sur des projets, des missions, donc elle peut prendre des vacances plus ou moins quand elle veut. Mais c'est un problème parce que souvent, ils ont 2 semaines de congés payés. Et voilà, il faut prendre des congés sans solde, c'est pas évident. Ouais, pour les voyages, c'est pas... Ou alors les vacances officielles, mais le souci, c'est que du coup, tous les Vietnamiens sont en vacances, donc... Ça aussi, c'est ce qui va m'attendre dans quelques... oui, bah demain, je pars, tu vois, en road trip. Et partir quand les Vietnamiens sont en vacances, c'est pas pour se reposer, quoi. Ouais, voilà, ça change l'expérience parce que oui, ils sont tous là du coup, et ça augmente les prix entre guillemets. Enfin voilà, c'est une flexibilité en moins, je vais dire, mais bon, on arrive à s'arranger. Moi, c'est bien. Des fois, elle peut prendre des congés sans solde aussi, comme des fois, elle sait s'arranger avec ses chefs. Par exemple, quand on est allé en Thaïlande, elle a fait une boulette. D'ailleurs, ça c'est amusant parce qu'ils n'ont pas les mêmes jours sur le calendrier. Donc c'est là qu'il y a eu un souci, c'est que par exemple, je sais plus, moi je dis on part du 1 au 6, donc elle a pris ses congés du 1 au 6, sauf que le 6 c'était un jour différent selon le calendrier qu'elle regardait, donc ils avaient 2 calendriers, donc elle s'était trompée. Ah, ce qui me fait
Penser à ton anecdote, ça m'a bien fait rire aussi, l'excédent de voyage quand vous êtes allé à Hanoï. Ça, c'est le truc que j'aurais pas accepté. Enfin, moi j'ai une petite balance comme ça, donc je lui pèse tout. Avant, on pèse tout ici pour pas avoir de mauvaises surprises à l'aéroport, mais là encore, c'est typique de prendre 3 fois plus de choses que, ce dont elles ont besoin. Donc moi, pour éviter ça, je pèse tout avant de partir. Moi, je crois maintenant, je pars du principe qu'on va d'office payer le frais. Donc, je ne me prends plus la tête parce que je sais bien que voilà, si on part quelque part, ben oui, elle n'a pas l'occasion de voyager très souvent. Ben, quand elle va partir, ça va être une belle occasion pour prendre des habits et aussi louer des habits. C'est assez spécifique là-bas. Ils aiment bien. Il y a pas mal de magasins où ils peuvent louer des tenues pour faire des belles photos et tout ça. Moi, je participe un peu aussi. Des fois, je mets les costumes et tout pour faire les photos. Voilà. C'est une expérience. C'est vrai que pour elle, entre guillemets, c'est un peu, je veux dire, obligatoire parce que elle va regarder le voyage, elle va le préparer. Comment elle va le préparer? Ben, elle va regarder les TikTok, etc. Des activités. Les TikTok faits par les Vietnamiens. Et puis les Vietnamiens, ils présentent l'activité. Puis ils présentent aussi les costumes qu'on peut louer pour faire les belles photos, les beaux spots photos. C'est présent, les photos. On aime bien de s'afficher. Ce que j'aime bien dans les voyages avec elle au Vietnam, c'est que ça me fait une sorte de guide. Un peu de guide. Enfin, pas, bon, en général, c'est moi qui choisis où on va aller, mais elle me donne beaucoup d'explications sur des choses. Sinon, je serais passé à côté aussi, ou des fois pour parler avec les gens. Ça, c'est un atout majeur. Quand tu vas voyager au Vietnam, elle sait déjà comment les choses se passent. Nous, quand on est allé à Hanoï, elle savait bien qu'il y avait telle spécialité, aller goûter telle spécialité. Là, c'est ça, pour goûter les trucs, sinon tu n'aurais pas l'idée de goûter ça, quoi. Tel établissement qui est célèbre pour son feu. Elle m'a fait découvrir plein de chouettes trucs via sa préparation. Elle regarde les TikTok, elle voit telle adresse c'est bien. Puis moi aussi je regarde, je vois des adresses, donc ensemble on arrive à faire des petites activités sympas. Tiens, moi je me posais juste une question par rapport à Hanoï. Au niveau du climat, c'est comment? Est-ce qu'il y a une saison des pluies à Hanoï ou une saison où il pleut beaucoup plus? Au Vietnam, vraiment, les régions sont très différentes. Déjà, la grande particularité du Nord, ici, c'est que on va dire de décembre à mars, il fait 15 degrés. En fait, c'est pas si mal que ça, sauf que tu vois pas le soleil. Et t'as la couche de smog, là, la pollution au-dessus, et c'est pas juste Hanoï, c'est Hanoï et tous les environs. Après, pour ceux qui n'aiment pas trop la chaleur, qui craignent la chaleur, bon, ça peut être pas mal. Ça me dérange pas. 15 degrés actuellement, on est début mai, il fait 29, je crois, aujourd'hui. Ben, ça va. Les pluies, après, ça va commencer maintenant. Il y a eu la première grosse pluie il y a quelques jours. Mais après, bon, c'est des moussons. Ouais, c'est une grosse pluie, je vais dire, dans la journée. Ça dure pas longtemps, voilà, puis ça s'arrête. Ouais, jusqu'à septembre, octobre. Après, le problème, c'est aussi pour se balader. Si on veut sortir de Hanoï, du côté des montagnes, à partir surtout au mois d'août, septembre, il y a pas mal de glissements de terrain, et ça, c'est plus compliqué. Il paraît que le mois de septembre, fin août-septembre, c'est le mois où il y a le plus de précipitations, si j'ai bien compris. Après, quand tu vis ici, moi je travaille, donc je suis chez moi, s'il pleut, je mets le gros poncho, je vais au travail, puis je reviens, je rentre chez moi, c'est pas un problème la pluie. Ça, on vit avec, les Vietnamiens vivent avec, et je veux dire, c'est une grosse pluie sur la journée. Souvent, c'est pas comme ici où tu vas avoir des périodes où il pleut vraiment pendant peut-être des jours. Quand même à Hanoï, des fois, il y a un phénomène de bruine qui peut durer plusieurs jours aussi, au moins toute une journée, tu sens ça. Ouais. Donc ça peut gâcher un peu le plaisir pour les touristes. Après, quand tu vis là, bon, c'est pas grave. Mais dans le nord, c'est vrai que tu retrouves l'aspect un peu saisonnalité, où l'hiver il fait plus frais, l'été il fait bon. C'est vrai que ça peut être agréable de retrouver cet aspect-là, sans être dans les extrêmes, quoi. Il va pas geler, il va pas faire -2. 15 degrés l'hiver, c'est sympa. Pour moi, je préfère Hanoï bien sûr, et le seul point négatif d'Hanoï, c'est la pollution. Là, ça s'améliore un peu, mais tout l'hiver, par exemple, quand vous étiez là, moi, je ne serais pas sorti dans la rue sans le masque. Quand tu es là comme un touriste qui est là pour quelques jours, ok, c'est pas grave, mais quand tu vis ici, avec le scooter, toujours le masque, parce que tu as les gaz d'échappement, et vraiment, Hanoï, c'est toujours au top des villes les plus polluées, et l'hiver, vraiment, c'est... C'est vrai que les gens sont surpris parfois quand ils voient que je fais une vidéo et qu'on a le masque, ils me disent « Ah ben tiens, c'est pour le Covid ou quoi ?» Mais non, c'est vraiment lié à la pollution, surtout en scooter. Plusieurs collègues français qui ont régulièrement des problèmes de bronchite ou vraiment des problèmes aux poumons, quoi. C'est un avantage aussi de l'Europe, c'est que par rapport à toutes ces villes en Asie, on a une qualité de l'air qui est vraiment bonne. Il y a quand même des avantages en Europe. C'est vrai que,
À part quand tu es sur la moto, dans la rue, etc. Mais c'est vrai que de manière générale, il vaut mieux mettre le masque. Hein, ça, si on veut protéger ses poumons, on n'est pas habitué à vivre dans un environnement peut-être pollué comme ça. Enfin. En fait, comment tu arrives à gérer, ou tu arrives à gérer ton retour en Belgique? Ça fait combien de temps que ça fait 1 ou 2 mois que tu es rentré? Présentement, ça fait 2 mois. Tu t'es réhabitué ou Ouais, bah, c'est compliqué. tu repenses à repartir? Franchement, c'est un gros choc. Quand tu reviens après un tel voyage, d'être resté beaucoup en Asie. C'est un choc culturel de voyager en Asie à l'aller, mais c'est aussi un choc culturel au retour, parce que c'est vrai que ça fait bizarre. Moi, je m'ennuie beaucoup ici, j'ai pas beaucoup d'activités. Je vais pas manger en extérieur facilement, comme j'allais manger en extérieur souvent. J'ai pas de Grab Delivery et tout ça, donc bon. C'est vrai que retrouver le quotidien ici, où je dois me faire à manger, où je dois faire les courses, je dois tout faire, en fait, au final. J'ai personne qui va venir faire le ménage pour moi, des choses ainsi. Donc, ouais. C'est assez difficile de se réacclimater à la vie ici après tout ça. C'est assez difficile de discuter avec d'autres personnes qui, entre guillemets, n'ont pas eu les mêmes expériences de vie que moi. Donc, entre guillemets, je ne sais pas comment expliquer, mais le fait d'avoir voyagé en Asie, ça m'a un peu changé, ma mentalité, ma façon de voir les choses. Et j'ai un peu plus de mal, je veux dire, dans les relations. Je sais pas comment expliquer, peut-être bloqué en Asie ou je sais pas, mais j'ai toujours cette référence que je sais bien que la vie est différente en Asie, que personnellement je me plais mieux là-bas. Donc c'est toujours compliqué quand je reviens ici, il y a tout l'aspect revoir les amis, la famille, quelque chose voilà, qui est important, qui fait plaisir. Mais à côté de tout ça, le confort de vie, pour moi, même si j'habite dans un coin sympa, etc., voilà, j'ai pas du tout le même rythme de vie que j'avais avant, la même cadence de vie. Donc j'ai l'impression de moins vivre ici, d'être moins vivant, d'être un peu plus... voilà. Pourquoi tu restes? Tu es obligé? Pour l'instant, j'ai pas trop le choix vis-à-vis de mon travail. J'ai un chalet ici que je dois mettre en location. J'ai mon appartement que je gère en Airbnb. C'est dans mes projets de me libérer d'un maximum de contraintes, de réussir à dialoguer avec mon travail. Moi je travaille en informatique, je sais tout faire en télétravail. Ça fait 7 ans que je travaille pour la boîte pour laquelle je travaille. J'arrive à négocier des flexibilités, mais contractuellement, je suis toujours tenu d'être ici en Belgique. Donc ce point-là, c'est quelque chose qui me retient ici, mais quelque chose que j'ai envie de changer à l'avenir. Et voilà, je travaille quotidiennement pour y parvenir et j'espère y parvenir. Mais ça se gère facilement, tes Airbnb. Si une fois que ton chalet sera terminé, tu auras quand même 2 biens immobiliers que tu peux louer. Tu peux faire ça à distance, gérer ça à distance? Dans mon cas, ça s'est géré à distance, mais il faut toujours des personnes de confiance. Et il y a toujours le stress de si un truc se passe mal, s'il y a un problème de plomberie ou quoi. C'est toujours plus compliqué, donc il faut d'office avoir une personne de confiance. Heureusement, j'ai un bon ami qui a su m'aider. Par exemple, j'ai une histoire qui m'est arrivée quand j'étais parti au Vietnam. Il y a une personne avec qui je faisais confiance pour faire le ménage qui m'a entre guillemets trahi, qui a piqué ma télé, des trucs ainsi. Donc j'ai dû tout gérer à distance avec un pote, racheter une fixation, qu'il aille fixer la nouvelle télé, des trucs ainsi. C'est vrai que c'est pas évident à gérer à distance, mais j'ai su le faire 2 fois pendant mes voyages. Il faut vraiment du personnel de confiance et ça reste toujours un stress et une contrainte entre guillemets. Mais dans mon cas, voilà, comme les revenus sont intéressants, il y a toujours moyen même de le faire louer via des agences de location. Mais le problème, c'est qu'ils prennent une trop grosse commission, ces sociétés qui vont vraiment tout gérer de A à Z. Il faut idéalement avoir une personne qui fait le ménage. Ça se fait à distance, je connais beaucoup de personnes aussi qui arrivent à jumeler ça avec des voyages. Et ça reste toujours une attache, une contrainte et une charge mentale, je vais dire. Aussi le fait que mes clients, des fois, ils arrivent tard, en Belgique, au Vietnam, quand j'étais au Vietnam, mais voilà, des fois ça m'arrivait de rester éveillé plus tard pour être sûr qu'ils n'aient pas un souci. Ça m'est arrivé de devoir répondre au téléphone à 3 h du matin pour expliquer aux gens comment arriver, des trucs comme ça. Parce que d'un côté, c'est le rêve de pas mal de personnes, d'avoir ça, quoi, puis de pouvoir partir, mais ouais, comme tu dis, il y a quand même des contraintes, c'est pas si évident, quoi. C'est des soucis aussi. Voilà, moi je suis rassuré quand je suis sur place, je sais bien qu'ici j'ai des clients, s'ils ont un souci, vraiment un gros souci, moi je vais y aller directement, ça va être réglé en 5 minutes. Si je suis au Vietnam, je vais devoir sonner à pas mal de personnes, voir qui sera m'aider, et voilà, essayer de manager à distance, mais ça se fait. Ou alors basculer plus tard sur de la location mensuelle, des locataires au mois, pour avoir moins de gestion, au prix de moins de rentabilité, mais au gain
voilà, une tranquillité d'esprit, je vais dire. Tu te vois vivre au Vietnam ou pas alors? Si tu restes avec ta copine? Franchement, ouais. Moi, j'aime bien le Vietnam. Maintenant, vivre où? Ça, c'est une question. J'aime bien Ho Chi Minh City, mais j'ai pas encore découvert d'autres coins au Vietnam. Donc, je sais bien que près d'Ho Chi Minh City, tu as une ville, Vung Tau, qui est au bord de l'eau. Ça, j'aime bien. C'est pas très loin d'Ho Chi Minh City. Donc, voilà. Si vraiment je dois choisir et que je suis le seul à décider, je ne sais pas si je choisirais Ho Chi Minh City. Parce que c'est une grande ville, c'est chouette parce que ça bouge beaucoup, tu peux rencontrer des expatriés et tout ça. Mais voilà, je sais pas encore. J'aime bien les grandes villes, faut voir, parce que les grandes villes ont beaucoup à offrir en termes de services, de possibilités, de rencontres, etc. Mais c'est vrai que tu as l'aspect trafic intense et tout, donc bon. Voilà, à méditer pour l'avenir, mais en tout cas, je me vois bien vivre au Vietnam. C'est un pays que j'aime bien, la nourriture est bonne, les gens sont sympathiques, réceptifs avec les étrangers. Ils aiment bien de faire la fête, de boire un petit verre, voilà. C'est des gens qui sont très conviviaux, donc c'est agréable. Moi j'aime bien les Vietnamiens, je les trouve super chouettes. Ils sont vraiment très sympas, très gentils, très ouverts aux étrangers, voilà. C'est un sentiment différent quand j'allais en Thaïlande, parce que j'ai l'impression qu'en Thaïlande, les étrangers, c'est vraiment la norme. Il y en a tellement que, voilà, toi tu n'es qu'un étranger parmi tant d'autres, alors qu'au Vietnam, c'est un peu différent. C'est un peu plus unique en tant qu'étranger, enfin, c'est comme ça que je ressentais. Maintenant, ça dépend où tu vas. Si tu vas dans des coins touristiques en Thaïlande, ben, c'est normal que tu sois un touriste parmi tant d'autres, mais dans des coins plus reculés, tu seras également vu comme quelqu'un un peu plus unique. En Thaïlande, moi, j'ai ressenti plutôt une lassitude des étrangers, un peu comme si ben, voilà, ils en ont, entre guillemets, marre de voir encore un étranger qui les fait chier. J'ai vu ça aussi au Vietnam, dans des lieux très touristiques. Quand je parlais de cette boucle de Ha Giang, il y a beaucoup d'ethnies. J'avais fait un grand road trip à scooter, fait 1600 km depuis Hanoï jusqu'au nord. On a fait une grande boucle comme ça avec un ami. Et avant d'arriver là-bas, toujours tout le monde venait nous accueillir. Ouais, bonjour, hello. Vraiment sincère. Et une fois là-bas, personne ne nous regardait parce qu'il y a plein de touristes. En plus, là-bas, ça se fait avec ce qu'ils appellent des easy riders, maintenant qu'il y a la police qui contrôle. Donc, c'est des groupes de 15-20 personnes qui défilent comme ça. Les gens, ils en ont marre et ils n'ont plus trop envie de voir des étrangers. Donc, voilà, quand il y a du tourisme de masse, quand il y a trop de tourisme, évidemment, c'est vrai qu'il y a des coins au Vietnam très touristiques, mais voilà, c'est pas aussi massif qu'en Thaïlande. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup au Vietnam. C'est vraiment l'aspect. Voilà, il y a du tourisme, mais c'est pas autant massif qu'en Thaïlande, où vraiment c'est la destination où tout le monde va, la Thaïlande, j'ai l'impression. Le Vietnam est méconnu, ou pas assez connu, mais c'est peut-être une bonne chose. On ne devrait peut-être pas faire des vidéos sur le Vietnam, parce que sinon ça va attirer des... C'est vrai que le Vietnam a vraiment, en termes de ressenti, d'expérience, moi j'ai trouvé ça formidable. Au niveau du coût de la vie aussi, je trouve que c'est un peu moins cher, le Vietnam, donc c'est toujours bon. J'étais surpris par après c'était peut-être le cours du bateau aussi, mais quand j'y suis allé en janvier, je trouvais bien plus cher. Surtout que j'ai l'habitude des prix au Vietnam, il y a quand même une grosse différence maintenant entre Thaïlande. Sur des petits trucs, même sur Grab, tout simplement, les trajets. Ouais, c'est énorme, la différence sur les Grab, c'est énorme. Ouais, x2 carrément, des fois, je trouvais. Ouais. On va pas le crier trop fort non plus, hein, peut-être. T'as cet aspect-là où le Vietnam est moins connu, pourtant a beaucoup de choses à offrir, et, en termes de nourriture et tout ça, de culture, voilà. C'est pas la Thaïlande, quoi. C'est différent et ça a une autre saveur, et moi j'aime bien la saveur du Vietnam, c'est un pays chouette. Un dernier truc qui me vient en tête, mais est-ce que tu as déjà été, enfin du coup parce que tu parles de mariage, est-ce que tu as déjà été du coup à des fêtes un peu vietnamiennes et que tu as, voilà, on t'a proposé de boire, etc. Est-ce que ça a été ce côté-là? Alors là, j'ai pas encore été à des mariages directement, donc je vais aller à un mariage dimanche, mais effectivement, on boit beaucoup. Mon expérience avec la boisson, ici, était à la particularité, ce qu'ils appellent les homestays. Je sais pas si tu as testé ça. Ouais. Moi aussi, Ailleurs, on peut appeler ça guest house. Puis souvent, ce sont des maisons typiques sur pilotis. Bon, après, tu peux louer aussi des chalets, etc. Puis tu prends le repas ensemble le soir avec les autres touristes, éventuellement la famille. Et ils vont toujours te sortir à la fin l'alcool de riz, et puis on en remet, et puis on rit. Et dans les mariages, c'est un peu ça aussi. Si tu vois ce que je conseille aux gens, hein, si vous baladez à scooter ou à pied, vous voyez un attroupement des gens qui font la fête, ne vous approchez pas parce que l'étranger, ils vont vous faire venir, allez, boire, et c'est difficile de partir après. Ouais, non, là. C'est peut-être différent dans le nord alors, parce que c'est vrai que nous, dans le sud, j'ai jamais vu d'alcool de riz en tout cas, mais beaucoup de bière avec glaçons, ça c'est... Et les à fond en continu, enfin, le mot abayo, tu vois, on se fait des trains qui... Oui, on boit aussi de la bière, mais vraiment, l'alcool de riz, il y a peut-être plus de rizières ici. Dans le nord, ils le font eux-mêmes, souvent.
J'ai vu ça dans les homestays, ils nous ont montré comment ils faisaient leur gnôle, quoi, leur propre alcool de riz. Bon, après, c'est pas si fort que ça, mais ils t'en remettent pas mal, quoi. Ça dépend aussi des ethnies. J'ai remarqué, comme dans le Nord, il y a vraiment beaucoup d'ethnies différentes. Peut-être qu'il y en a qui boivent plus que d'autres Noël. Mais c'est vrai que de mon expérience, j'ai participé des fois à des fêtes, je veux dire, où on met un peu les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et quand on met les hommes d'un côté, voilà, ça y va. Et on n'arrête pas. Et comme moi, je suis étranger, entre guillemets, ils voulaient me baptiser, je sais pas, mais ils m'ont fait boire à crever. Et moi, je les ai fait boire à crever en retour. Donc c'était assez amusant. Oui, ils aiment bien faire ça aussi, montrer aux étrangers pour voir qui va tenir le plus longtemps. Évidemment, avec un Belge, c'est peut-être plus difficile. Ça finit par terre, hein, ouais, ça finit par terre. J'ai vu pas mal de Vietnamiens dormir au sol après des petites soirées ainsi. C'est intensif, là. C'est le côté festif. Quand ils sortent les boissons, ça rigole pas. Bon ben merci Dylan, hein, c'était vraiment sympa donc d'échanger avec toi. Je sais pas si un jour on aura l'occasion de se rencontrer lors de ton prochain séjour au Vietnam, hein, peut-être bientôt. Si tu veux revenir à Hanoï, surtout n'hésite pas, je te ferai peut-être découvrir Hanoï ou le nord du Vietnam, peut-être que comme tu l'as jamais vu aussi avec Thi, espérons. Bah, c'était un grand plaisir hein, de discuter avec toi. Et à l'occasion, c'est sûr que si je passe à Hanoï, je te ferai coucou, je te dirai, ça serait à l'occasion de se rencontrer en vrai. Là, c'était intéressant d'échanger via vidéo. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça peut être sympa. Avec grand plaisir, en tout cas, c'est toujours intéressant d'échanger avec une personne qui a voyagé, qui a de l'expérience dans ce beau pays, qui est le Vietnam. Donc voilà, c'est un grand plaisir. On pourra éventuellement refaire des vidéos à l'avenir. On verra un peu ce que les gens en pensent. S'ils apprécient, si certaines personnes ont envie de proposer des sujets, ça peut être intéressant aussi de voir. En tout cas, moi, c'était avec grand plaisir. Et puis, à l'occasion, on pourra rediscuter hein, de tout ça, même de choses banales hein, sur la vie au Vietnam. J'en profite pour lancer un appel aussi. Hein, si d'autres Français qui sont au Vietnam veuillent se joindre à nous, hein, moi, je serais content de discuter avec d'autres aussi. Ouais, avec grand plaisir, en tout cas, oui. N'hésitez pas, on est tous les deux ouverts à la discussion. Venez discuter avec nous. Ok, bien au revoir, hein. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Salut Dylan. À la prochaine. I like the long